Bonjour à tous. Donc, maladie de Crohn et maladie de Verneuil. Donc, la maladie de Verneuil est une maladie inflammatoire chronique de l'épithélium folliculaire dont la prévalence est estimée entre 0,5 et 1% de la population, avec un sexe ratio qui est de 3 femmes pour un homme et un âge moyen de début de la maladie vers 20 ans. Comme pour les autres maladies inflammatoires dits immunitaires, on a une prédisposition génétique, puisque 50% des patients atteints de maladie de Verneuil rapportent un Verneuil familial, et puis des facteurs de l'environnement qui vont déclencher, aggraver cette maladie, comme l'alimentation ou le tabac. Des associations avec d'autres maladies inflammatoires, comme le groupe des spondylarthropathies, également des MICI dont nous allons reparler, et puis pour les patients les plus sévères avec une inflammation systémique, un surrisque de maladies cardiovasculaires. Le diagnostic de maladie de Verneuil est clinique, il repose sur la présence de 3 critères. Des lésions typiques, nous allons les revoir dans des localisations typiques, les régions axillaires, sous-mammaires, inguinales et périnéo-fessières, et puis il faut que ces lésions soient récurrentes. Vous avez ici quelques exemples avec des lésions précoces, des nodules inflammatoires axillaires, puis bien des lésions plus tardives avec l'écoulement purulent, des comédons, et puis pour des patients, chez les patients les plus sévères, ces lésions de toute l'aire pilaire avec des cicatrices hypertrophiques, avec des tunnels qui communiquent et de l'inflammation et de la suppuration chronique. Il existe une grande hétérogénéité de la maladie, à la fois sur sa sévérité. Vous avez vu la forme la plus sévère, axillaire, et vous avez ici une forme qui ne laisse pas de cicatrice entre les récurrences. Et puis, une hétérogénéité phénotypique. Nous avons la forme classique, celle qui nous parle le plus. Il existe d'autres formes, comme la forme folliculaire que vous voyez ici, qui associe à la fois des comédons, ces cicatrices à l'emporte-pièce, et puis une atteinte qui mime une acné conglobata, mais qui n'en est pas une, sur quelques petites atypies, comme la localisation avec des poches purulentes qui sont préauriculaires, comme ici, et mandibulaires. Enfin, des formes glutéales, comme chez ces 2 patients, complètent ces différents phénotypes. Alors, l'association maladie de Crohn et maladie de Verneuil, elle a été très rapportée. Une revue systématique récente et méta-analyse a colligé l'ensemble des études bien conduites, observationnelles, qui s'intéressaient à la question et a identifié 5 études cas témoins, une étude de cohorte qui mettait en évidence que chez les patients atteints de maladie de Verneuil, le risque d'avoir une maladie de Crohn associée était multiplié par 2 et était multiplié par 1,5 pour le risque de rectocolite hémorragique. Comment différencier une atteinte anopérinéale de Verneuil d'une atteinte anopérinéale de Crohn? Alors, quand on a un tableau complet de la maladie avec d'autres zones atteintes de maladie de Verneuil, c'est évidemment facilité, mais dans certains cas, le Verneuil ne va se manifester que dans la zone périnéale, et c'est là toute la difficulté en pratique clinique. Il y a quelques petits éléments qui vont pouvoir orienter plutôt vers une maladie de Verneuil que je vous ai listé ici. Ces nodules-là qui sont finalement profus, surtout la présence de comédons et ces tunnels. Alors l'histologie peut aider, on va retrouver des lésions de folliculite, qui est la lésion principale de la maladie de Verneuil, sauf que de temps en temps, quand il n'y a plus de follicules pileux, puisqu'il y a une destruction totale de ces follicules, cela va manquer. On va avoir à l'histologie ces tunnels qui sont des cavités dermohypodermiques entourés d'un infiltrat polymorphe, plasmocytaire, granulomateux, et donc là on va être de nouveau dans la difficulté diagnostique par rapport à la maladie de Verneuil. Et puis c'est surtout l'imagerie, on en a parlé tout à l'heure, l'IRM pelvienne qui va pouvoir nous aider puisqu'il n'y a pas de communication avec le tube digestif, contrairement aux lésions anopérinéales de la maladie de Crohn que vous connaissez mieux que moi, les ulcérations qu'on ne retrouve pas dans les manifestations de Verneuil, les fistules, les sténoses et une communication à l'imagerie avec le tube digestif. Quelle prise en charge? Alors, je n'ai pas refait toute la prise en charge de la maladie de Verneuil, je me suis intéressée, au vu du temps imparti, au traitement commun des maladies, donc 2 maladies, un traitement.
Le premier, l'adalimumab, qui est le premier biomédicament et le premier médicament tout court à avoir obtenu une AMM pour la prise en charge des patients atteints de Verneuil. C'était en 2015 avec un remboursement depuis 2020 en France et donc qui repose sur les 2 essais pivots, Pionnier 1 et 2. La posologie de l'adalimumab, c'est 160 mg en dose d'attaque, 80 mg 2 semaines après, puis 40 mg par semaine. Et les résultats de ces 2 essais montraient qu'une fois qu'on avait enlevé l'effet placebo, 15% des patients dans Pionnier 1 et 30% des patients dans Pionnier 2 obtenaient au moins 50% d'amélioration de leur maladie de Verneuil par rapport à l'état de base. La taille d'effet est modeste, en tous les cas en dermatologie et notamment dans le psoriasis. Sous biomédicaments, nous sommes habitués à avoir plus d'efficacité de ces traitements. L'adalimumab, comme pour les autres maladies inflammatoires dites immunitaires, perd de son efficacité à long terme et plusieurs études montrent que l'association biomédicaments et prise en charge chirurgicale permet de diminuer le risque de récurrence par rapport à chacun des traitements pris séparément. L'infliximab, il n'y a pas d'essai randomisé dans la maladie de Verneuil et pourtant c'est un traitement qui est largement utilisé, ce d'autant qu'on n'avait pas de remboursement pour la maladie de Verneuil jusqu'en 2020 avec l'adalimumab. Donc cet infliximab, vous avez ici quelques données sur cette méta-analyse qui met en évidence un taux de réponse de 83%. Cela ne nous permet pas d'en dire plus puisque compte tenu de l'effet placebo qu'on a dans la maladie de Verneuil dans les essais, on ne peut pas savoir si l'infliximab est un meilleur traitement que l'adalimumab à partir de ces données. L'ustekinumab, un essai de petite taille, mais des résultats intéressants, puisque chez ces 17 patients avec un seul bras, il n'y avait là encore une fois pas de contrôle, et une réponse qui mime celle de l'adalimumab, puisque 50% de la population avait obtenu au moins 50% d'amélioration des symptômes de Verneuil. Et c'était d'autant plus intéressant que les doses utilisées étaient les doses d'ustekinumab de psoriasis et pas celles que vous utilisez dans la maladie de Crohn, donc probablement aussi à augmenter pour les patients atteints de Verneuil. L'apremilast, ce n'est pas un traitement des Mickey. Les essais, avec, du moins le critère de jugement principal était négatif dans les essais Mickey, mais ça peut être un traitement qui peut être proposé en add-on de l'adalimumab ou de l'ustekinumab chez des patients qui présentent les 2 maladies et pour lesquels la maladie de Verneuil est insuffisamment contrôlée. Un essai de petite taille, 20 patients, 15 patients sous apremilast, 5 sous placebo et une diminution significative du nombre de nodules inflammatoires à la 16e semaine. Pour terminer, cette dernière diapositive qui résume les traitements qui sont possibles pour les 2 maladies, principalement l'adalimumab et l'infliximab en première ligne, l'ustekinumab, l'apremilast qui viendrait compléter éventuellement l'une ou l'autre de ces options. Les anti-L17 sont efficaces dans la maladie de Verneuil avec une taille d'effet qui ressemble à celle de l'adalimumab, mais sont contre-indiqués dans les Mickey, et les IL-23 très prometteurs dans les Mickey. On a les résultats des phases 2 dans la maladie de Verneuil et ces résultats sont négatifs. La place des inhibiteurs de l'IL-1 et des JAK reste à définir puisque les essais sont en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup. En attendant la première question, est-ce que tu peux nous dire un mot des antibiotiques parce que voilà, autant les cyclines ou le Bactrim, ça ne nous pose pas trop de problèmes en tant que gastro-entérologue, autant la clindamycine qui est parfois prescrit dans cette situation, je pense qu'il faut vraiment qu'en tant que gastro-entérologue, on y fasse attention parce que vis-à-vis de la Mickey, ça peut être un problème. Alors, comme Sarah Guégan le rappelait tout à l'heure, il y a des recommandations. Il y a eu des recommandations françaises également. Les antibiotiques sont possibles dans la maladie de Verneuil quand les formes sont ponctuelles. À raison de 2-3 poussées par an, on va proposer une antibiothérapie de courte durée, 5 jours, d'une antibiothérapie large spectre type augmentin. Pour les formes les plus sévères,
avant le début du biomédicament ou d'une prise en charge chirurgicale, on peut proposer une antibiothérapie plus large spectre associant une fluoroquinolone et de la clindamycine, mais pour une durée très limitée de 10 à 15 jours. Ce n'est pas un traitement prolongé de la maladie de Verneuil, mais pour passer un cap difficile, une surinfection, avant d'entreprendre un traitement de fond. On arrête les antibiothérapies de 3-4 mois, là, voilà, c'est ça. C'est plus la pratique actuelle. Un traitement une antibiothérapie, même à large spectre, pendant quelques 2-3 semaines, ça ne nous pose pas de problème. En revanche, c'est vrai que parfois, on voit des patients sous clindamycine un petit peu de manière prolongée, et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on y fasse attention aussi pour nos patients. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Bonjour, merci beaucoup pour le topo très clair. On s'est posé récemment la question avec mon collègue dermatologue d'un verneuil qui est apparu sous biothérapie chez une maladie de Crohn. Est-ce qu'il y a des données sur les verneuils induits sous biothérapie? Est-ce que vous savez si c'est plutôt un effet classe, pour le coup, la question classique, ou si c'est un effet médicament? Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a eu une série française qui avait colligé un certain nombre de verneuils induits ou apparus sous anti-TNF. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment des cas induits? Est-ce que le traitement était insuffisant finalement? C'est toujours très compliqué. On a parlé un peu du psoriasis paradoxal. Il y a un certain nombre de psoriasis qui persistent même à l'arrêt des traitements. La plupart des réactions paradoxales sont décrites sous anti-TNF, mais elles ont toutes été rapportées avec d'autres classes de biomédicaments. La proportion n'est pas la même, hein, donc on pense quand même qu'il y a cet effet classe anti-TNF. Après, encore une fois, tout dépend de la sévérité de la maladie de Crohn associée. On ne va pas arrêter un traitement qui fonctionne dans une maladie sévère et on aura d'autres actions pour une maladie de Verneuil associée. Une autre question? Oui, une question, peut-être un complément de réponse par rapport à la question posée. Je ne sais pas si c'est dû au traitement, mais il y a une augmentation du risque, de toute façon, de Verneuil lorsqu'on a un Crohn. Donc, on peut avoir les deux. C'est ça qui complique les choses. Et vous avez dit très bien, l'IRM permet de savoir s'il y a une fistule transsphinctérienne, c'est-à-dire qu'il y a le Crohn, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus le Verneuil. Et je crois qu'il y a un autre message hyper important dans la salle ici, c'est qu'il faut essayer d'éviter les catastrophes que vous nous montrez là avec les photos de Verneuil où il y en a partout. Et qu'un message important, c'est qu'il faut traquer les petits Verneuils parce qu'ils sont très faciles à traiter, notamment par une exérèse locale. Alors, il n'y a pas de changement de sévérité chez un même patient. Hein, ce n'est pas parce qu'on va traiter tôt, par exemple, qu'on va éviter le passage dans des formes sévères. Souvent, les patients rentrent dans la maladie avec une forme très sévère. Et ce n'est pas forcément les formes qui sont associées, les formes les plus sévères, elles ne sont pas forcément associées aux maladies inflammatoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.